Bonsoir, bienvenue au Champeau pour cette belle rétrospective Roberto Rossellini. Vous avez vu, découvert certains des 9 films. Ce soir, c'est Voyage en Italie. Nous sommes très heureux de recevoir Hélène Frappa. Bonjour Hélène. Alors, je vais essayer de ne pas avoir l'air trop bizarre, mais je viens de voir le film de Léos Carax et j'ai l'impression d'avoir pris un peu un coup de poing dans la figure. Mais ce n'est pas sans rapport, je pense que peut-être j'y reviendrai dans une boucle fluviale avec le film de Roberto Rossellini qu'on va voir tout de suite. Alors, sans vouloir trop vous en dire avant, parce que je trouve ça un peu parfois désagréable d'entendre parler d'un film avant de le voir, c'est un film absolument unique dans l'histoire du cinéma. Alors, on pourrait dire pour plein de raisons, à commencer par le fait qu'il y a beaucoup de grands cinéastes dans l'histoire du cinéma. En revanche, il y a très peu de génies, comme il y a très peu de génies dans l'histoire de l'art ou de la pensée. Et Roberto Rossellini en fait partie pour une raison que je vais essayer dont je vais essayer de vous parler brièvement. C'est lié à ce que je disais, donc le fait que ce film est absolument unique. C'est le seul film que vous verrez de votre vie, ou que vous avez vu, ou que vous reverrez, qui est entièrement au présent. C'est-à-dire que le film commence sur le regard, en l'occurrence d'une femme, Ingrid Bergman qui conduit, mais très vite on est aussi du côté de l'homme, puisqu'il s'agit de l'histoire d'un couple, donc George Sanders, mais surtout on est avec eux, c'est-à-dire dans leur tête, dans leur regard, dans leur conscience, au sens, disons, dans leur âme, on pourrait dire. C'est un film qui raconte l'histoire de 2 âmes qui essayent c'est l'histoire de 2 âmes qui essayent d'être mariées. Alors vont-elles y arriver ? Je vous laisse juge, puisque c'est un film que moi j'ai vu des dizaines et des dizaines de fois, et à chaque fois que je le vois, encore récemment au Festival de La Rochelle où je le présentais, je le vois différemment, précisément pour ce génie du présent. Alors qu'est-ce que ce génie du présent de Viaggio in Italia signifie ? Alors c'est une œuvre qui revient de loin. Roberto Rossellini est le cinéaste qui a entièrement, non seulement recréé le cinéma après la Seconde Guerre mondiale, mais qui a recréé la possibilité même qu'il y ait un cinéma après la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire la possibilité même que le cinéma, cette forme spécifique de l'art après la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire après la destruction non seulement de millions d'êtres humains par le nazisme, mais la destruction même, on pourrait dire, de la conscience même de l'humanité par le nazisme, qui a détruit bien plus, bien plus, non, on dit comme ça c'est horrible, mais qui n'a pas détruit, qui en détruisant des millions d'êtres humains, a détruit le fait même qu'une humanité était possible. Donc ça, c'est ce qui se passe avec la Seconde Guerre mondiale, et le seul cinéaste qui prend conscience de cet événement historique, inédit, inouï dans l'histoire de l'humanité, qu'il est toujours d'ailleurs, donc le nazisme et le fascisme, puisque son pays était allié avec le nazisme. Donc ce cinéaste comprend que, comme disait Adorno, le philosophe allemand qui avait fui le nazisme, la poésie n'est plus possible. Comment la poésie peut-elle être encore possible ? Comment le cinéma peut être encore possible ? Et qui va refonder la possibilité même qu'il y ait des films, qu'il y ait du cinéma. Donc la question du génie de Rossellini, elle se tient là, et elle est vraiment, historique et en même temps très contemporaine. Je pense que c'est probablement, pour moi c'est quelqu'un qui il disait souvent « j'ai la nostalgie de l'avenir ». Phrase sublime de Rossellini, « j'ai la nostalgie de l'avenir ». Je pense que c'est probablement le cinéaste actuellement qui a le plus de choses à nous dire sur ce que nous vivons actuellement et ce que nous nous apprêtons à vivre. Donc il est né en 1906 dans une famille de la bourgeoisie romaine, assez famille à la fois très riche et relativement déchaînée, enfin je veux dire au sens où son grand-père avait construit des lignes de train, mais il avait aussi des cinémas, et c'était une famille très fantaisiste, avec beaucoup la présence d'artistes. Et il s'est assez vite dépêché de claquer 3 héritages, enfin celui de toute sa famille, en commençant à faire des films. Et chose très importante, ses premiers films, des courts-métrages, sont des films animaliers. Et d'ailleurs, je vois il y a une filiation assez merveilleuse, je trouve, avec sa fille, Isabella Rossellini, donc une des filles
de Ingrid Bergman et de Roberto Rossellini, donc Isabelle, la grande actrice. Elle fait depuis quelques années, depuis une dizaine d'années, des films animaliers, extrêmement beaux d'ailleurs. Et il y a quelque chose d'assez passionnant si on pense au premier film de son père. Donc Rossellini commence dans les années 20, 30 à faire des films, des longs métrages, au moment où non seulement son pays est gouverné par le fascisme, mais où surtout Mussolini a une intuition assez géniale politiquement, qui est que le cinéma est le meilleur outil de propagande de sa dictature. Donc il va rivaliser avec Hollywood en créant à Rome, à côté de Rome, Hollywood sul Tevere et Hollywood sur le Tibre, hein, donc les studios de Cinecittà. Et l'Italie va devenir en Europe, pendant la Seconde Guerre mondiale, et cette question-là évidemment entraîne Rossellini aussi, le plus grand producteur de films, et ils vont produire les deux genres de films qu'une dictature fasciste ou que toute forme de dictature peut produire, qui ont l'air logiquement opposés mais qui sont en fait parfaitement complémentaires, qui sont d'un côté des films de pure propagande guerrière, donc pour faire l'apologie notamment des guerres coloniales, avec le délire mussolinien de recréer l'empire romain en Abyssinie, etc., en Éthiopie. Et puis en même temps des films d'oubli pur, on pourrait dire des films négationnistes déjà, hein, qui sont inspirés de toute la production hollywoodienne de l'époque, hein, tous les films de George Stevens, etc. Très intéressant d'ailleurs, car George Stevens fera partie des 3 cinéastes qui filmeront l'ouverture des camps d'Auschwitz. Donc au moment où George Stevens fait ses films extraordinaires avec Fred Astaire, des comédies musicales, etc., Hollywood sul Tevere, donc Hollywood sur le Tibre, essaye de copier ces films-là avec ce qu'on a appelé i telefoni bianchi, les films téléphone blanc, où donc les personnages sont habillés sont en robe de soirée dès 10h du matin et sirotent du champagne à longueur de journée, ce qui évidemment était une volonté idéologique assez précise de faire oublier la réalité de ce que vivait le peuple italien, c'est-à-dire un mélange de dictature, de misère et d'oppression. Donc, les 3 premiers films de Rossellini sont produits sous et par le fascisme, en l'occurrence par le frère de Mussolini, personnage extrêmement intéressant, pas très connu en France, Vittorio Mussolini, qui était un grand critique de cinéma et à qui son frère a confié donc les Cinecittà, ces studios où vont être tournés tous ces films. Et Rossellini, sans être fasciste, hein, puisqu'il racontera toujours que son père leur avait appris que le noir est la couleur qui cache le mieux la saleté, hein, quand ils avaient assisté à l'arrivée de Mussolini à Rome, la fameuse, au moment de la marche sur Rome. Néanmoins, les 3 premiers films de Rossellini, qui sont une trilogie, hein, une première trilogie de la guerre, il va l'appeler la trilogie de la guerre, sont des films qui, sans héroïser la guerre fasciste, néanmoins filment toutes les conquêtes, notamment de l'aviation, de l'armée mussolinienne à l'époque. Et puis, il a une rencontre assez décisive. Bon, Mussolini dit, grand lapsus qu'a fait un producteur hollywoodien, je viens d'appeler Rossellini Mussolini. Rossellini disait de lui-même « Je suis une anguille », disait-il en faisant ce geste. Donc c'est quelqu'un comme tous les cinéastes qui, évidemment, a dû s'adapter pour faire chacun de ses films aux conditions, en l'occurrence politiques, et de production de son temps. Mais il a une rencontre avec la résistance et avec des intellectuels communistes de son temps qui font qu'il entre, sans entrer lui-même dans la résistance, en réalité, il va complètement modifier son regard sur le cinéma et faire, à partir d'un film absolument fascinant qui s'appelle Desiderio, film de transition, qui est l'histoire d'une jeune femme du sud, de l'extrême sud de l'Italie, qui vit dans une misère absolue, et qui donc est contrainte de se prostituer, qui n'a d'autre choix que de se prostituer. Et cette jeune femme, à la fin du film, se suicide. Et c'est l'histoire donc entièrement du point de vue de cette femme, intégralement du point de vue de cette femme, qui est condamnée évidemment par son village, qui est condamnée par le catholicisme, qui est condamnée par le fascisme qui en même temps l'exploite. C'est vraiment le tournant. C'est le moment, on pourrait dire, où en devenant cette femme-là, cette personnage de Desiderio, donc cette jeune femme contrainte à se prostituer puis à se suicider, cette jeune femme en réalité, on pourrait dire, assassinée par le fascisme de son époque, qu'il bascule dans une deuxième trilogie, beaucoup plus connue, que vous connaissez sans doute, qui est projetée au Champeau en ce moment, qui sont les 3 films, donc Roma città aperta, Rome ville ouverte, le premier,
Paisa, le deuxième, et Germania No Zero, Allemagne, année zéro. 3 films qui vont à la fois, un peu comme ce que faisait Cocteau exactement à la même époque, en tournant La Belle et la Bête, c'est-à-dire en tournant dans une période où les studios, les grands studios étaient entièrement détruits. Donc prenant acte économiquement de la situation de l'Italie qui fait qu'il n'y a plus ces grands studios qui ont été construits par Mussolini. Donc il faut sortir des studios. Mais la question n'est pas du tout matérielle en réalité pour Rossellini, la question est morale, puisqu'il va au même moment où Visconti ou un autre grand cinéaste communiste contemporain invente ce terme de néoréalisme. On peut dire que, bon, certes, il est apparu sous la plume de Visconti, mais celui qui lui donne tout son sens, toute sa signification philosophique, est vraiment tout son sens de révolution, comme il y en a très peu, hein, comme il y avait eu la révolution copernicienne, comme il y avait eu la révolution de Newton, comme voilà, il y a eu quelques moments comme ça dans l'histoire de l'humanité qui sont des moments de révolution. Rossellini en fait partie, et c'est, à mon sens, le seul cinéaste au XXe siècle qui a produit cet effet-là de révolution. Donc il comprend qu'il faut sortir donc, de ces studios détruits et qu'en même temps il faut sortir de la vieille forme, qui est une forme qui est désormais dégueulasse, hein, elle a été salie par le fascisme, c'est la forme du scénario, c'est la forme du récit à l'ancienne, c'est la forme de la propagande, en réalité de la fiction, où la croyance est un outil pour asservir l'autre. Rossellini était indissociablement marxiste et catholique, hein, ce qui peut paraître, ce qui en termes italiens n'est pas à vrai dire une contradiction dans les termes, mais il faut vraiment toujours penser ça. Donc qu'est-ce que ça veut dire d'ailleurs catholique et marxiste? On va le voir avec Viaggio in Italia. Marxiste, ça veut dire qu'il ne s'est intéressé toute sa vie, jusqu'à sa dernière œuvre, hein, qui était un scénario, qui était censé être un film et dont il ne nous reste que le scénario sur Marx, hein, où le dernier projet de Rossellini, c'était un film sur Marx. Il ne s'est intéressé aux êtres humains qu'à partir de ce qu'ils font. Hein. C'est-à-dire que dans l'œuvre de Rossellini, les humains sont observés, alors observés parfois d'ailleurs avec une grande distance, comme il faisait dans ses films animaliers, avec un regard d'entomologiste, à partir de ce qu'ils font. On va voir d'ailleurs que c'est la grande question de Viaggio in Italia, puisque nous sommes face à un couple qui littéralement ne fait rien. Alors ils font rien parce qu'ils sont rentiers, donc déjà ça fait qu'ils font pas grand-chose. Quoique être rentier, ça n'est pas ne rien faire, c'est vivre du travail dissimulé, souterrain, invisible, de personnes qui produisent, certes pas à travers votre force de travail, mais qui produisent votre richesse, et ça va être une des questions qui traverse le film. Et puis en tant que couple, est-ce qu'ils font grand-chose? Voilà, ça va être toute la question. Donc ça, c'est la notion, disons, en termes de mise en scène, hein, la notion marxiste de la mise en scène rossellinienne. Et puis cette question du catholicisme, elle le hante, elle l'obsède à travers la question de l'idée, ce qu'il appelle l'idée, c'est-à-dire filmer l'humain à travers ce qu'il fait et en même temps filmer l'humain à travers l'idée, on pourrait dire l'âme même de chaque individu. Beaucoup des films de Rossellini s'achèvent par des plans de ciel, notamment Les 11 Fioretti, qui est un film absolument extraordinaire où on voit comment... Vous l'avez vu, Les 11 Fioretti, un film sublime, qui finit voilà, sur comment dire, un jeune moine un peu simplet à qui Saint François d'Assise demande, chacun doit choisir sa direction. Hein, chacun de ces moines doit choisir sa direction, donc chaque être humain doit choisir la direction de son existence. Donc chacun choisit comme ça. Et puis il y en a un et il leur dit, pour trouver une direction, tournez. Il faut avoir le vertige en fait pour tourner. Donc chacun tourne. Assez vite ils tombent, ils regardent le ciel et puis ils vont dans la direction où ils sont tombés. Mais le simplet non mi gira la testa, non mi gira la testa. Il a jamais le vertige en fait. Et puis c'est long comme ça jusqu'au moment où il tombe, et il est là, il dit mi gira la testa, et il va dans la direction du ciel. Donc c'est ça la spiritualité. C'est très concret, hein, c'est pas c'est toujours très incarné la spiritualité. La forme de catholicisme du film. Là, dans Viaggio in Italia, elle est présente à travers ce qui a été probablement la plus grande énigme en tout cas qui s'est posée à tous les spectateurs et à tous les critiques qui ont pu écrire nombreux, notamment évidemment le plus grand, c'est Jacques Rivette qui a écrit le plus beau texte jamais écrit sur Roberto Rossellini, qui s'appelle Lettres à Rossellini. Donc le grand mystère, hein, la grande énigme de ce film, c'est le miracle final. Je ne vous en dis pas plus, mais il y a cette question du miracle qui arrive donc à la fin du film.
Alors quand s'achève sa trilogie des villes en ruine, c'est-à-dire quand il a parcouru entièrement toute l'Italie détruite entièrement par la montée du nazisme et puis le fascisme qui a détruit toutes ces âmes, il lui est arrivé à ce moment-là, il est arrivé à Rossellini quelque chose qui va entièrement modifier son œuvre, qui va faire de son œuvre une œuvre tombeau, comme l'œuvre de Victor Hugo ou l'œuvre de Mallarmé sont des œuvres tombeaux. C'est-à-dire que pendant la Seconde Guerre mondiale, donc, il perd son fils, Romano, son fils aîné, qui meurt du typhus en Espagne, où il était réfugié avec sa mère pour être en sécurité, mais son fils meurt. Et à partir de là, toute son œuvre contient la présence toute son œuvre est un tombeau, qui est le tombeau de cet enfant mort, Romano, qui meurt à 11 ans, et qui va se retrouver notamment dans plusieurs scènes absolument sidérantes, littéralement, de son œuvre, qui sont des scènes dans lesquelles il va filmer ce qui est impossible à penser pour un être humain, c'est-à-dire le suicide d'un enfant. Pas le suicide qui est un peu, déjà complexe à penser, mais qui peut se penser d'une certaine manière. Le suicide d'un enfant, c'est la limite absolue de ce que l'être humain peut penser. Et ça, c'est ce que le nazisme, évidemment, amène, avec cette expérience de la barbarie absolue, notamment dans Germania no Zero, Allemagne ne Zero, où un enfant entièrement endoctriné par le nazisme va d'abord assassiner son père comme bouche inutile, la théorie, on supprime les faibles, les vieux, etc. La théorie du nazisme qui est... Enfin bref, je ne la commenterai pas. Et il finit par, prenant conscience de son crime et de l'abjection, plus que l'abjection, de l'expérience du mal radical, pour parler comme Kant, dans lequel il est tombé, il se suicide. Bon, il y aura d'autres suicides d'enfants, notamment Europe 51, dans un contexte, pour le coup, un film inspiré de Simone Weil, la philosophe Simone Weil, mais ça nous amène justement à sa rencontre avec Bergman. C'est ce moment, donc, c'est une œuvre qui n'a cessé de se révolutionner. L'œuvre de Rossellini, elle n'a cessé de se repenser, de se révolutionner, au point qu'à la fin des années 60, en 66, Rossellini a dit qu'il faisait ses adieux au cinéma traditionnel, et qu'il n'allait plus tourner que pour la télévision. Et donc toutes ces dernières œuvres sont une œuvre absolument géniale, de pur génie, où il est question de transmettre certaines formes de pensée, toutes les formes de pensée humaine qui ont été inventées depuis l'origine de l'humanité, à travers une encyclopédie télévisuelle. Alors la rupture de Viaggio in Italia, elle commence avec sa rencontre avec Bergman. Bon, elle a été beaucoup romancée. C'était un menteur professionnel, un joueur professionnel, Roberto Rossellini, sans aucun doute, il le disait lui-même d'ailleurs. Et donc, on a beaucoup romancé romantiquement cette rencontre avec cette actrice, donc Ingrid Bergman, qui était une actrice suédoise et allemande. Sa mère était allemande, ce qui a un lien quand même dans son rapport, dans son propre rapport à l'Europe et à la question du nazisme. Donc, Ingrid Bergman, exilée, star absolue en Suède, est appelée à Hollywood, devient une star absolue à Hollywood, où elle va tourner particulièrement avec Hitchcock, au moment de sa rencontre avec Rossellini, une série de films gothiques, qui racontent tous la même histoire. Pour le coup, là, ça nous renvoie au film de Carax, qui sont l'histoire gothique d'un homme qui confond l'amour et le meurtre, c'est-à-dire un mariage où l'homme censé aimer la femme la tue. Donc Les Enchaînés, Les Amants du Capricorne, Rebecca. Alors il y aura aussi Gaslight, Antise de George Cukor, qui va devenir d'ailleurs gaslighting, un terme à la fois du cinéma et de la pensée contemporaine américaine, un terme qui désigne ce type de relation. Donc elle est habituée à ces tournages-là, elle est la star de ces tournages-là. Quand elle envoie une lettre, un télégramme plus précisément, à Roberto Rossellini, en lui disant que, en gros, elle s'ennuie elle en a marre du cinéma hollywoodien, qu'elle ne sait dire en italien que ti amo, et elle lui écrit cette lettre. Alors, il a prétendu qu'il ne la connaissait pas, qu'il n'avait jamais entendu parler de Bergman. Je ne sais pas si c'était vrai ou pas. En tout cas, il rapplique à Hollywood. Là, je vais vous faire une version censurée, au cas où il y aurait Non, je vous fais une version censurée. Vous pouvez lire l'histoire dans la biographie de Rossellini, elle est très crue. Leur rencontre, disons, est extrêmement... ils étaient, disons, aussi rapides et intenses l'un que l'autre, et ils l'embarquent, ou ils s'embarquent tous les deux, en Italie. Alors, on ne se rend pas compte que ça a été le plus gros scandale
de l'histoire du XXe siècle, en fait. C'est-à-dire un truc qu'on ne mesure pas maintenant, où particulièrement Bergman, qui laissait aux États-Unis un mari et une fille, s'est fait insulter, mais traîner dans la boue, traité de pute, de briseuse de ménage, etc., parce que Rossellini était marié encore avec la mère de ses 2 premiers fils, même si entre-temps, il avait été, entre autres choses, avec Anna Magnani. Donc, ils reviennent, tous les deux, lui est honni par le Vatican, ils sont condamnés officiellement par le Vatican qui publie des communiqués, etc. Et ils vont entamer ce cycle qui est vraiment je pense qu'on peut dire maintenant, surtout avec le regard maintenant qui commence à changer un peu, et donc je ne prononcerai pas le mot absolument débile de muse, qui est vraiment une des pires âneries que je pense l'histoire de l'art ait jamais produit, le concept de muse. Muselière, ce n'est pas la muse de Rossellini, c'est la co-réalisatrice des 5 films que vous allez voir, dont Viaggio in Italia, qui sont ce qu'on pourrait appeler les Bergman films. Il en fait 5 avec elle, et à travers ce corps d'étrangère absolue pour lui, et qui est un corps d'étrangère absolue pour l'Italie, qui est un corps qui n'est pas en accord du tout avec le paysage italien, qui est un corps, lui c'est un Romain, un petit Romain, c'est très important tout ça. C'est important la manière de manger, ce qu'il mange. Vous allez voir, il y a une scène sidérante dans Viaggio in Italia de Bergman, incapable de manger un plat de spaghetti. Et il y a tout dans cette scène. C'est-à-dire l'angoisse que ça produit chez cette femme. Et peu à peu, le choc absolu entre ce corps nordique immense, altier, avec ses pieds immenses, ce corps comme ça de statuaire, cette beauté extraordinaire, mais cette beauté du Nord, qui est débarquée, cette peau très blanche qui ne supporte pas ce soleil violent de Naples, qui va être débarquée là où les auteurs, là où la mythologie situait les enfers, et où les plus grands poètes latins ont situé les enfers, c'est-à-dire à Naples. À Naples, je vous rappelle que c'est le voyage d'Énée, c'est ce lieu où le film revient d'ailleurs, où Énée est allé une fois dans les enfers, et puis il en est sorti. On ne peut pas du tout recommencer à rentrer dans les enfers, et si on pense à cette sagesse de la mythologie, on peut comprendre le sens que prend le miracle, entre guillemets, à la fin du film, c'est-à-dire on ne doit pas recommencer un enfer, nous apprend l'histoire de Énée. Donc Énée, il y a laissé son père, il veut retrouver son père, il est hanté par ce père qu'il a laissé. Donc il va voir la Sibylle de Cumes qui se trouve à Naples. Le film va rendre visite à cette Sibylle, vous le verrez, et il lui dit je dois y retourner pour mon père. Et elle lui dit tu ne dois pas y retourner, mais je comprends, c'est pour ton père, alors voilà le chemin. Bon. Donc le film réemprunte ce chemin-là, qui est le chemin de Pompéi, qui est le chemin de ses amants d'ailleurs de Pompéi, dont on a découvert très récemment que c'était pas le couple mythique de Pompéi enlacé, que c'était 2 hommes en réalité, pas un homme et une femme comme on nous l'apprend depuis longtemps. Donc il y a toute cette question du couple, donc qui est celui aussi bien que forment Rossellini et Bergman, et la question, disons, du couple tel que lui va la réinterpréter en sortant, en extrayant Ingrid Bergman de tout l'univers gothique où elle a été constamment la victime d'un univers de gaslight, de paranoïa, d'angoisse, etc. Alors il y a, Viaggio in Italia est en même temps, je pense que c'est probablement la plus grande expérience de liberté que puisse vivre un spectateur dans toute l'histoire du cinéma, à mon avis, et la liberté ne va pas sans angoisse. C'est presque la condition de la liberté, l'angoisse, et c'est le prix à payer pour faire ce chemin de la liberté. Donc l'angoisse, c'est celle des personnages, c'est aussi les conditions dans lesquelles Rossellini, en faisant semblant de ne pas le faire, mais en le faisant, en sachant parfaitement ce qu'il faisait, a lâché ces 2 acteurs, donc Bergman, en lui disant de marcher, en la filmant, et puis George Sanders, immense acteur anglais, d'origine hongroise, qui peu d'années après d'ailleurs s'est suicidé dans une chambre d'hôtel minable en Espagne en laissant comme note « Adieu, bande de cons ». Dernier mot de George Sanders. Je vous conseille de lire son autobiographie qui est extraordinaire. C'est quelqu'un de très, très, très intéressant. Donc Sanders se retrouve sur ce tournage. Il n'y a pas la moindre idée de quel est le scénario. Il n'y a d'ailleurs pas vraiment de scénario. Ça n'intéresse pas Rossellini d'écrire un scénario. Rossellini passe son temps à aller faire de la plongée sous-marine en partant dans sa voiture décapotable rouge.
Et il les laisse comme ça, à ce paysage, à ce tourment, et surtout au paysage lui-même. Et le film nous met exactement dans cet état-là de commencer quelque chose à travers le regard de ces deux personnes. J'ai aucune notion du temps. Et donc je disais, il y a une sensation du présent qui est quelque chose d'absolument inouï. Alors il y a, je pense que c'est le plus grand des films, des 5 films, enfin non, c'est idiot de faire des hiérarchies, mais c'est le film, en tout cas moi si j'ai choisi de le présenter, moi c'est le film avec Bergman que je préfère. C'est un diptyque avec Stromboli, je ne sais pas si vous avez vu Stromboli qui est présenté aussi ici, où Bergman joue, donc c'est le premier qu'il a fait avec elle. Elle est cette étrangère qui débarque, elle est censée être danoise dans le film, qui débarque dans un camp de réfugiés, donc à Stromboli, et le film entier la regarde en fait, enfin le spectateur regarde le film entier du point de vue de cet exilé. Donc de la même manière, là, ce qui est absolument sidérant et absolument bouleversant dans le film, c'est qu'à travers ce regard, Rossellini nous met littéralement, c'est-à-dire met la caméra au début du film, au début du voyage, c'est-à-dire il place sa caméra exactement à hauteur du regard de ces deux personnages, et particulièrement de la femme, mais pas seulement. On voit comment tout est à reconstruire, en fait. Ils arrivent en Italie, tout est à reconstruire, donc comme je le disais, la conscience même de ce que peut être un être humain qui a été entièrement brisé, le film date de 1954, mais qui a été entièrement brisé par l'expérience du nazisme, enfin pas par l'expérience du nazisme, mais par la barbarie et les victimes du nazisme, tout est à recommencer, et le film commence là où il faut tout recommencer. C'est un film vraiment où moi je vous dis, je l'ai vu plein de fois, et à chaque fois tout est à rejouer, c'est-à-dire que aussi bien de ce que vous connaissez du cinéma, mais de là où vous en êtes de votre propre existence. Bon, ça c'est un peu une banalité de dire que évidemment, ce qui est une des choses extraordinaires dans l'expérience de la salle de cinéma, c'est qu'à chaque fois qu'on voit un film, on le voit complètement avec sa propre météo du moment et qu'on le voit complètement différemment. Ça c'est banal, mais en même temps c'est extraordinaire. C'est pas cette manière d'ouvrir les yeux dans le noir sur une sorte comme ça d'espace nocturne, d'espace du rêve. Mais là c'est sans doute absolument le plus radicalement, l'expérience la plus radicale. Alors le sujet c'est l'amour. Le sujet c'est l'amour, c'est-à-dire l'amour entre un homme et une femme. Est-ce que l'amour est possible entre un homme et une femme? Est-ce que l'amour est possible dans le mariage entre un homme et une femme? Alors c'est là où le film est extrêmement beau, je veux dire, c'est qu'il est plutôt du point de vue de Bergman, plutôt du point de vue de ce que cette femme subit, et aussi du double choix qu'elle a entre d'un côté ce mariage où un homme, disons, a du désir, mais pour toutes les autres femmes qu'elle, et puis un amant perdu, fantomatique, qui est mort, dont on comprend quand même assez clairement qu'il n'avait probablement aucun désir pour les femmes en tout cas. Donc d'un côté, ce qui est censé incarner la poésie, le souvenir, la poésie, et puis de l'autre, ce mariage-là, dans lequel il se débat. Je dois dire que c'est je pense à ça, j'ai un peu du mal à parler, je dois dire, à cause du film de Carax. C'est un film infiniment plus contemporain, je trouve, et moderne que celui de Carax, qui est un grand film, mais qui ne donne à la femme, au personnage féminin, d'autre place que celle du cadavre. Dans le film de Rossellini, la femme peut choisir une autre place dans le mariage que celle du cadavre. Mais en même temps, c'est tout le sujet du film. C'est-à-dire que c'est un film italien, donc c'est un film qui ne cesse de dialoguer avec les morts. Nous sommes à Naples, c'est-à-dire au royaume des morts. Nous sommes dans la ville la plus ambiguë de toute l'Europe, c'est-à-dire une ville qui est à la fois absolument accueillante et absolument méchante. C'est une mer ambivalente, on peut dire, la ville de Naples. Et le film intègre tout ça à travers toutes ces ombres qu'il traverse. Mais j'en dis trop, je trouve. En tout cas, je suis... Enfin, comment dire ?
il y a vraiment un avant et un après. Il y a peu de films comme ça, hein. C'est-à-dire que je pense que c'est un film, voilà, c'est la dernière chose que je dirais, mais j'aurais dû peut-être commencer par là. Je pense que c'est le film de l'histoire du cinéma qui regarde le plus son spectateur. Voilà. C'est un film que vous allez regarder, mais c'est un film qui vous regarde entièrement. Et ça, c'est c'est le génie de Rossellini d'arriver à ça, mais c'est la chose là, sans doute la plus haute élévation de l'art, en un sens spirituel aussi bien, puisqu'il s'agit d'élévation. Mais ce film, voilà, vous regarde, mais pas dans le sens de vous tendre un miroir, dans un sens qui serait narcissique, non, il vous regarde en tant qu'âme, en fait, et il vous demande de devenir ces deux âmes qui cheminent, chacun avec leurs chagrins, leurs aspirations, leurs désirs, etc., et en vous glissant de devenir vous-même une âme. Voilà, c'est ce que Rossellini peut apporter au spectateur, qui est complètement inouï pour moi.